Vous êtes dans le QG News. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Tout de suite, les titres avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, désormais dirigée par Valentine Rugwabiza, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU dans le pays, succède à Mankeur Ndiaye qui a passé 3 années délicates à la tête de la mission onusienne. Vers la libération de prisonniers politiques au Soudan, l'annonce a été faite par l'homme fort à la tête du pays depuis le coup d'État, le très contesté général Abdel Fattah al-Burhan, qui, à travers cette mesure, dit vouloir favoriser le dialogue. Un investissement de 5 milliards de dirhams annoncé par le gouvernement marocain dans l'objectif d'augmenter ses capacités de stockage des hydrocarbures. Nous ferons le point dans ce journal. Valentine Rugwabiza est la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique. Elle prend officiellement les commandes de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. La Rwandaise succède au Sénégalais Mankeur Ndiaye. Et cette arrivée se fait dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques rebelles dans le pays, mais aussi de tensions entre l'ONU et les autorités centrafricaines. Écoutez l'analyste politique Rodrigue Joseph Prudence. Maïté. Dans la vérité que c'est dans un contexte politico-sécuritaire très tendu que Mme Rugwabiza a remplacé Mankeur Ndiaye à la tête de la MINUSCA en République centrafricaine. Il est vrai que le courant ne passe plus entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain depuis un certain temps. D'ailleurs, la MINUSCA a été maintes fois fustigée par le gouvernement centrafricain et mise à rude épreuve par les petits casseurs d'assiettes, les batteurs d'estrade du pouvoir de Bangui. Avec Mme Rugwabiza à la tête de la MINUSCA, les données pourront changer. Primo, le Rwanda est une puissance politique, militaire et diplomatique, et ça tout le monde l'admet. Secondo, le Rwanda est engagé sur 2 fronts en République centrafricaine. D'abord, aux côtés de la MINUSCA, et puis secondo, le Rwanda a un accord de défense avec la République centrafricaine. Tertio, le président centrafricain, parce que toutes les autorités centrafricaines sont protégées par les militaires rwandais. Donc, à ce titre, comme on sait que le Rwanda est une puissance militaire, une puissance politique, et que le Rwanda constitue un poids diplomatique, non seulement en Afrique, dans la sous-région, dans les organisations régionales, sous-régionales, sur la scène internationale, à ce titre, le Rwanda pourra aider la République centrafricaine à sortir de l'ornière. N'oublions surtout pas que la francophonie est chapeautée par une Rwandaise, la MINUSCA aujourd'hui par une Rwandaise, et le poids diplomatique du Rwanda pourra peser aux côtés de tous les acteurs internationaux impliqués dans la gestion de la crise centrafricaine. L'ONU annonce l'ouverture d'une enquête sur les tueries de Gordil Enda. 10 civils ont été tués dans une opération militaire menée les 11 et 12 avril dans le nord-est du pays. Des opérations impliquant des militaires locaux et des paramilitaires russes. Et au Nigeria, 70 combattants présumés affiliés à l'État islamique auraient été neutralisés dans le nord du pays, à la frontière avec le Niger. Annonce faite samedi par l'armée de l'air, mais la mission, elle, remonte au 13 avril dernier dans la zone du lac Tchad, où les forces régulières auraient lancé des frappes aériennes visant les positions des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, un groupe terroriste très actif dans la région depuis 2016. Devant la poursuite des manifestations contre le régime militaire, le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, ordonne une réévaluation de l'état d'urgence et a annoncé aussi samedi la libération à venir de prisonniers politiques. C'est l'une des revendications des militants pro-démocratie. Samantha Saberou Saboubanga. Pour permettre la participation de toutes les parties prenantes au dialogue intra-soudanais afin de faciliter la médiation tripartite internationale, le chef du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan
s'est engagé à libérer les détenus politiques dans les prochains jours. Une annonce faite par le général Abdel Fattah al-Burhan le 15 avril 2022. Le général al-Burhan aussi, actuellement, il est dans une situation très difficile. Il n'est pas seulement sous le coup, j'allais dire, de l'isolement international, mais aussi, et régional, bien sûr. Comme vous le savez, l'Union africaine a suspendu le Soudan immédiatement après le coup d'État. Mais aussi, il fait face à une crise économique imprécédente, très difficile, et il n'a pas le moyen de remédier à tous ces problèmes. Du coup, il se trouve obligé, j'allais dire, d'entamer des négociations et chercher une issue politique pour sortir le pays de cette impasse. C'est lors d'une réunion avec le procureur général et le chef du pouvoir judiciaire que Abdel Fattah al-Burhan s'est engagé à créer un environnement propice avant un processus de dialogue qu'il se prépare à lancer dans le cadre de leurs efforts pour restaurer une transition dirigée par des civils au Soudan. En outre, il a dit avoir ordonné aux autorités compétentes de revoir l'état d'urgence et de conserver certaines dispositions liées à la situation économique. Parce que comme vous savez, le pays est au bord vraiment de l'éclatement, des troubles. Les choses vont se compliquer encore de manière encore pire dans les jours à venir s'il ne parvient pas à résoudre la crise actuelle qu'il a provoquée par son coup d'État. Depuis février 2022, les forces de sécurité ont arrêté 18 dirigeants politiques du FCC, les forces de la liberté et du changement membres de l'ERC, affirmant qu'ils avaient détourné des fonds confisqués. En outre, ils ont arrêté un grand nombre de membres des comités de résistance, tandis que quelques 21 militants politiques ont disparu après leur participation à des manifestations anti-coup d'État. Dans le reste de l'actualité, 9 accords de coopération entre le Rwanda et l'Angola, santé, administration locale, agriculture, plusieurs secteurs sont concernés par ces accords signés le 15 avril dernier. Nous pensons que les partenariats sud-sud et intra-africains tels que celui que nous entendons construire avec le Rwanda offrent une bonne opportunité. C'est félicité Tété Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Et côté rwandais, on insiste surtout sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi des projets concernés par ce partenariat entre les deux États. Afin d'augmenter ses capacités de stockage des hydrocarbures, le Maroc annonce un investissement à venir de 5 milliards de dirhams, soit plus de 500 millions de dollars, un financement crucial pour le Maroc, exposé aux fluctuations du prix du baril de pétrole au coût exorbitant sur le marché international. Samantha Saberou Saboubanga. 470 millions d'euros, environ 5 milliards de dirhams. C'est l'enveloppe que prévoit investir le Maroc pour Montre Hydrocarbures. C'est ce qu'a annoncé le 15 avril 2022 le ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, lors d'une conférence de presse. Cette solution transitoire à très court terme n'est pas quand même une solution. C'est peut-être dans la précipitation et la peur d'une inflation mondiale généralisée. Mais je crois que le Maroc, qui dispose d'un potentiel énergétique, gaz et pétrole extraordinaire, peut effectivement booster ses investissements pour se mettre à l'abri définitivement et être dans une sécurité ou bien une autosuffisance énergétique. 3 milliards de dirhams iront pour les capacités de stockage du gaz liquéfié et du gaz butane, alors que ceux de 2 milliards de dirhams porteront sur des projets de renforcement du niveau de stockage du gasoil et de l'essence. D'ici la fin 2023, la capacité supplémentaire de stockage sera relevée à 890 000 mètres cubes afin d'augmenter les réserves à 60 jours, a expliqué la ministre. Dans le court terme, on peut entrevoir effectivement une solution de stockage, augmenter les stocks de consommation sur plusieurs mois, voire sur une année, ce qui est extrêmement cher parce que le volume sera effectivement dépendant très souvent du prix du marché, mais ce n'est pas en fait une solution définitive. Afin de mener à bien cette initiative, la ministre a appelé les secteurs publics et privés à agir pour investir dans ce domaine afin notamment d'échapper à des pics où le baril de pétrole se négocie à des prix excessifs sur le marché international. Samedi 16 avril, dans le golfe de Gabès, un pétrolier battant pavillon de la Guinée équatoriale qui transportait 750 tonnes de gazole parti d'Égypte pour rejoindre Malte a coulé au large des côtes sud-est de la Tunisie.
Face au risque de marée noire, les autorités tunisiennes se veulent rassurantes. Aucune fuite n'aurait été détectée. Des plongeurs ont inspecté dimanche la coque du pétrolier. Kamesh Katapouli. L'inquiétude est grande pour ces pêcheurs tunisiens. Après le naufrage du pétrolier Xelo survenu ce 16 avril dans le golfe de Gabès, ces travailleurs se disent préoccupés par les conséquences environnementales de cet incident. La crainte d'une marée noire tourmente ces marins, dans la mesure où le navire transportait à son bord 750 tonnes de gazole. Nous exigeons que des spécialistes soient déployés sur place pour décharger tous les matériaux qui se trouvent à l'intérieur du pétrolier. Si une fuite se produit, nous n'aurons plus rien, car il nous reste déjà qu'une petite partie du golfe pour vivre. Situé au large de la côte est de la Tunisie, le golfe de Gabès est une zone clé pour la pêche maritime. Le Fonds mondial pour la nature estime que ce site abrite environ 34 000 pêcheurs qui souffrent d'agressions chimiques polluantes depuis des décennies. En cause notamment la présence du groupe chimique tunisien qui s'attelle à la transformation du phosphate. Selon une étude de la Commission européenne publiée en mars 2018, plus de 95% de la pollution atmosphérique dans la région de Gabès provient des usines du GCT. C'est une catastrophe environnementale et il y aura des conséquences néfastes pour notre golfe si une fuite est confirmée. Une équipe de plongeurs a été dépêchée ce 17 avril pour inspecter la coque du pétrolier. Pour le moment, aucune fuite n'a été identifiée. 92-101, c'est sur ce score que s'est achevée la troisième journée de la Ligue africaine de basketball lors d'une rencontre ayant opposé l'équipe congolaise de basketball au club égyptien. L'Égypte qui a donc fini par l'emporter, une nouvelle victoire dans le cadre de cette compétition continentale. Joël Ballot. Zamalek FC est décidément la plus grande équipe de l'histoire de la Basketball Africa League. Dans le cadre de la troisième journée de la BAL Conférence du Nil, les champions en titre se sont imposés 101-92 face à Espoir Foucache. Avec ce nouveau succès, les Égyptiens profitent d'un dossier global de 9 victoires, n'ayant jamais perdu un match dans l'histoire de la BAL. Au vu des matchs qui suivront, il me paraît impossible que le Zamalek soit détrôné sur cette conférence du Nil. C'est quasiment impossible. Qui plus est, jouant à domicile avec une équipe très compétitive et quasi complète. Donc, je pense que le Zamalek terminera premier. Et puis, pour les autres qualifiés, ça va être une petite bataille. Les Congolais téméraires et intrépides dans le premier quart-temps étaient menés. Il faut dire qu'en naviguant sur 3 victoires successives, Zamalek était très confiant. Cependant, déterminé à ne pas encaisser un troisième échec, Espoir Foucache revient dans la partie 46-39, appuyé par l'ailier Roli Foula qui s'est illustré avec 28 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Les chances de Espoir Foucache, elles sont vraiment minimes, voire quasiment nulles. Les raisons à cela, le manque de compétition et de préparation de haut niveau. Je pense que la présence à ce type de compétition permettra à cette équipe de réduire le gap, c'est-à-dire le fossé qui sépare face aux équipes majeures dans les championnats à venir. 4e victoire pour Zamalek, 3e défaite pour Espoir Foucache. Cependant, meilleure performance des Congolais à la conférence du Nil, une défaite amère 92-101. Zamalek reste invaincu en 4 matchs. Malgré ce 3e revers de suite, Espoir Foucache peut encore espérer se qualifier, mais il faudra maintenant gagner les 2 matchs restants face au Cape Town et Petro de Luanda. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.